Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va attaquer le webinaire. Donc, du coup, nous sommes déjà assez nombreux à avoir rejoint celui-ci. Donc, je m'appelle Julien Zanata, donc je suis chargé d'études économiques à France Agrimaire et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire. Donc, France Agrimaire a financé une étude sur le commerce équitable dans les filières des plantes à parfum aromatiques et médicinales en France afin de répondre aux questionnements des acteurs du secteur, à savoir quels sont les impacts économiques, sociaux et environnementaux du commerce équitable et quels sont les leviers d'action afin de développer cette démarche dans les filières femmes. Nous avons confié la réalisation de cette étude au Bureau d'analyse sociétale d'intérêt collectif, que je nommerai BASIC par la suite, représenté aujourd'hui par Christophe Alliot. Je laisserai Christophe dans quelques minutes nous exposer plus en détail le contexte et les objectifs de l'étude, ainsi que les principaux résultats. À la suite de cette présentation, nous donnerons la parole à Julie Remond, responsable du développement des filières et des achats chez Arcadie, et Luc Jalanque, producteur à la SIC-Arapam, pour qu'ils puissent vous donner leur retour d'expérience sur le commerce équitable. Nous finirons ce webinaire en répondant à vos questions. Nous collecterons vos interrogations uniquement par écrit. Vous avez la possibilité d'écrire vos questions en cliquant sur le bouton en dessous Q et R. Au fil de vos questions, nous les collecterons et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Donc, pour votre information, ce webinaire sera enregistré et puis rediffusé sur la chaîne YouTube de France Agrimaire. Donc, je vais passer la parole à Christophe Alliot. Parfait, merci beaucoup. Christophe Alliot pour vous présenter les résultats de l'étude. Donc, je vous invite du coup, à allumer votre caméra. Tout à fait. Alors, il faut juste que vous me donniez l'autorisation. J'ai essayé, pas de souci. Pardon, je ne vous avais pas... Ça va arriver vite. Si vous voulez, je peux commencer un petit mot d'introduction en attendant. Oui, si vous voulez, pendant que je trouve comment vous donner le droit. Et puis, je vais commencer à partager mon écran, comme ça, vous allez pouvoir tous le voir en attendant. Voilà. J'espère que vous voyez bien mon écran. Je pense que ça doit fonctionner au moins, en attendant que je puisse mettre ma caméra. Du coup, écoutez, merci beaucoup de cette occasion. On est vraiment ravis. Alors, je dis on, alors que je suis le seul présentateur aujourd'hui, mais avec toute l'équipe qui a travaillé sur cette étude, de pouvoir partager avec vous les réflexions, les éléments, en espérant que du coup, ça puisse nourrir une réflexion au sein du secteur et plus largement. Et puis, on espère faire un retour d'expérience et ouvrir des perspectives intéressantes sur la question du commerce équitable en lien avec ce secteur des plantes à parfum et médicinales et aromatiques. Du coup, sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est que je vais descendre la présentation et nous allons regarder, nous sommes bien le 12 septembre, et je vais vous faire un petit parcours du sommaire. Ça y est, ça fonctionne. Merci beaucoup, M. Zanata. Impeccable. Un petit parcours du sommaire avant de vous redonner un peu le contexte de l'étude. Justement, je vais revenir sur le contexte objectif et quelques éléments rapides de méthode. Ensuite, on va regarder ensemble les résultats et impacts des partenariats de commerce équitable qui existent dans le secteur des plantes à parfum aromatiques et médicinales. Ensuite, en troisième temps, une partie peut-être un petit peu plus nouvelle, on l'espère pour certains d'entre vous, sur les attentes des consommateurs et les perceptions des metteurs en marché. Et on bouclera sur une analyse stratégique un peu globale pour finir sur un certain nombre de préconisations qui ressortent et qui sont bien sûr non limitatives, mais pour discussion, et on espère qu'il aide à structurer potentiellement des dynamiques et des échanges à partir de maintenant et dans les mois qui viennent. Alors, pour revenir, excusez-moi, sur le contexte général. Alors, peut-être dans le contexte général, là vous voyez sur ma diapositive, le début c'est l'initiative de France Agrimaire qui
qui était à l'origine de cette étude, mais peut-être pour ouvrir un tout petit peu le contexte, rappeler que les filières de commerce équitable en France, c'est-à-dire avec des producteurs agricoles français et qui vont jusqu'aux consommateurs français, c'est quelque chose qui est à la fois nouveau et pas nouveau en fait. Il y a peut-être une vingtaine d'années, déjà, des premières initiatives qui n'étaient pas forcément labellisées à l'époque avaient commencé à se structurer, notamment, mais pas seulement autour des acteurs de l'agriculture biologique, pas exclusivement en tous les cas, et c'est vraiment depuis un peu moins de 10 ans qu'on a vu un très fort essor de justement ces filières en France de commerce équitable, qui ont commencé notamment à se structurer dans le secteur des céréales, du lait, des produits laitiers, mais aussi des fruits et légumes. Et en fait, il y avait un intérêt du coup dans ce contexte-là d'essayer de voir dans quelle mesure dans certains secteurs, ces initiatives qui sont en train de monter assez fortement pouvaient ouvrir des nouvelles perspectives, des choses en prise avec l'actualité, les enjeux du moment, qu'ils soient socio-économiques, environnementaux. Et donc, c'est tout l'objet de cette étude appliquée au secteur des BPAM. Donc, vous voyez là le comité de pilotage en toute transparence qui a été mis en place pour suivre l'étude et qui a été d'une grande aide. Donc, vous voyez différents acteurs, aussi bien du secteur qui sont engagés déjà dans le commerce équitable, dans les PPM, mais aussi des structures plus transversales comme Commerce Équitable France, qui nous ont aussi beaucoup aidés, ainsi que bien sûr France Agrimaire, qui a conduit et porté l'ensemble du dispositif. 3 objectifs qui nous étaient assignés au démarrage, vous les voyez en dessous, pour faire vite. Comprendre les effets du commerce équitable sur un certain nombre d'éléments actuels, c'est-à-dire on prend des partenariats qui existent, qui sont en place depuis plusieurs années, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils donnaient, quels étaient les résultats tangibles qu'on pouvait objectiver. Une deuxième partie plus, je ne sais pas si je dirais prospective, mais en tout cas exploratoire, qui était de mieux comprendre les attentes du consommateur final ainsi que celles des metteurs en marché, des donneurs d'ordre. L'idée étant de se dire, au-delà de l'existant, quel potentiel y a-t-il à aller plus loin? Dans quelle mesure il y a des choses à aller réaliser, à aller concrétiser dans la situation actuelle, ce qui nous permet, en mettant le 1 et le 2, c'est-à-dire à la fois un retour d'expérience sur ce qui existe et les résultats que cela concrètement crée sur le terrain et les attentes un peu plus prospectives ou exploratoires, d'arriver à aboutir sur des stratégies pour voir dans quelle mesure est-ce qu'une promotion du commerce équitable Origine France dans le secteur des plantes à parfum aromatiques et médicinales était intéressant, porteur, à quelles conditions et quelles idées en fait de mécanismes ou d'initiatives pouvaient être prises dans ce contexte-là. Un petit mot rapide sur la méthode. Premièrement, sur la partie exploratoire, on a mené une étude des attentes des consommateurs et des metteurs en marché, on l'espère un petit peu nouvelle pour certains éléments. Alors, c'est nouveau et à la fois en partie nouveau seulement, puisque nos résultats datent maintenant de l'année dernière. Donc, on est récent, mais on n'est pas non plus il y a quelques mois. Hein. Un sondage notamment auprès de 2000 consommateurs qui a été fait en 2021 et qui a été réalisé avec Kantar et qui a été complété, ce sondage, dans les 2000 consommateurs représentatifs, etc. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser, qui amène un certain nombre d'éléments, mais que nous avons complété par des choses plus qualitatives avec, vous voyez, 4 focus group qui ont été organisés sur les cosmétiques, les tisanes, le parfum, les huiles essentielles et compléments alimentaires, qui ont réuni à peu près un peu plus d'une vingtaine de consommateurs à chaque fois pendant une après-midi. Je pense que pas mal d'entre vous connaissez le dispositif. Et on a mené en plus une quarantaine d'entretiens avec des donneurs d'ordre, metteurs en marché, autres acteurs du secteur, des plantes à parfum aromatiques et médicinales, notamment en milieu de chaîne et en aval le plus proche du consommateur. Donc ça, c'est la partie plus prospective. Il y a une deuxième partie sur l'étude des partenariats tels qu'ils existent aujourd'hui, où là, nous avons mené 3 études de cas. On a sélectionné les cas pour être au mieux, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais tout est dans notre rapport et puis je peux répondre à vos questions. On a essayé de trouver des études de cas. Alors, on avait besoin d'études de cas qui étaient en partenariat depuis suffisamment longtemps, sinon il n'y a pas encore de choses à observer en termes de résultats. Donc, c'est un premier facteur de choix. Il y a d'autres facteurs de choix qu'ils soient représentatifs de différentes plantes, différents types de débouchés, différents types de labels et de démarches qui sont utilisés dans le cadre du commerce équitable. Donc, on peut dire que ces 3 cas essayent au mieux de rendre compte en fait je dirais d'une diversité assez importante d'initiatives, ce qui est déjà un premier résultat en soi. Et pour mener ces études de cas, on a mené une analyse qualitative à partir d'entretiens qui ont été faits à la fois au niveau de producteurs individuels,
d'organisation de producteurs, quel que soit son statut, coopérative ou association ou autre, et du premier acheteur. 15 personnes rencontrées, des visites de terrain, et l'ensemble a été consolidé. Peut-être un dernier mot pour vous dire qu'au début, on avait imaginé essayer de faire un traitement un peu plus quantitatif, mais vous devez le savoir pour tous celles et ceux qui connaissaient bien le secteur, même mieux que nous, voilà, les données ne sont pas toujours faciles à consolider, ne serait-ce que déjà dans le secteur en tant que tel. Alors en plus, sur un petit secteur de marché comme le commerce équitable, ça s'est révélé pas forcément possible d'avoir une véritable analyse statistique, mais néanmoins, les choses qu'on nous ressortent ont été croisées entre les différentes personnes interviewées à différents maillons de la chaîne et avec d'autres sources, et on pense qu'elles sont quand même assez robustes et donnent déjà pas mal d'informations, même s'il n'y a pas forcément de choses chiffrées à tous les maillons. Du coup, je vous propose de commencer à rentrer dans les résultats. Alors, un petit rappel comme introduction, peut-être pour si certains d'entre vous connaissent un peu moins le commerce équitable. Quels sont ses fondements, quel est le socle? Donc, on est reparti notamment en France de la loi du 3 juillet 2014 qui a permis d'officialiser, d'institutionnaliser quelque chose qui était déjà mis en œuvre et développé par les acteurs du commerce équitable depuis plus de 40 ans, mais qui a permis de les inscrire dans la loi. Donc, vous voyez, je ne vous le lis pas, l'objectif du commerce équitable qui vous est rappelé ici. Peut-être un petit peu plus clairement, au-delà de cette aspiration sur assurer un progrès économique et social, de revenir sur les moyens clés qui sont importants à avoir en tête, puisque c'est autour de cela qu'on va discuter. Alors, bien évidemment, les cahiers des charges sont plus sophistiqués, mais si on devait retenir les quelques éléments socles, on parlerait de 3 éléments, vous voyez, sur la relation commerciale entre notamment les organisations de producteurs et leurs premiers acheteurs, sur l'engagement sur la durée, 3 ans ou plus, un prix qui doit être rémunérateur et entre autres informé par les coûts de production et une négociation équilibrée. On va revenir dessus aussi derrière. Et puis un montant supplémentaire qu'on peut appeler prime ou fonds de développement, qui n'est pas géré de manière individuelle, mais qui est versé à une organisation collective, à une association, un regroupement de producteurs, pour qu'ils puissent décider par eux-mêmes dans quelle mesure ils veulent l'utiliser, l'investir de telle ou telle manière pour renforcer leur capacité, leur autonomie. Donc vraiment les 3 engagements clés sur le contrat, qui va de pair avec un 3e engagement, vous voyez en dessous, 4e, pardon, sur la traçabilité, puisqu'il y a dans le commerce équitable un fondement de rétablir le lien entre producteurs agricoles et consommateurs, d'où cette nécessité de traçabilité, notamment dans les PPAM. Et puis, on voit que déjà avec ce lien avec le consommateur, on étend les choses au-delà de la relation commerciale. Et la dernière partie qui est fondamentale, c'est le fait qu'il y ait un engagement des structures, et notamment plus proche de l'aval, mais pas que, d'avoir des actions de sensibilisation, d'éducation auprès des citoyens, des consommateurs. L'idée étant de dire qu'au-delà d'une relation commerciale, c'est un engagement à modifier la façon dont les secteurs fonctionnent, mais aussi à éduquer le consommateur en fait, sur des questionnements de fond, sur d'où viennent les produits qu'ils consomment, à quelles conditions ils sont fabriqués ou produits, cultivés, etc. Donc, voilà un peu pour la base. Du coup, pour être un petit peu plus concret, ces différents engagements qui sont dans la loi prennent la forme de labels qui ont tous un cahier des charges, des cahiers des charges d'ailleurs, pour traiter les différentes situations, et aussi, au-delà des cahiers des charges, un système de certification et un label qui peut être apposé sur les produits. On a 3 labels actifs dans le secteur des PPAM, que vous voyez là, Biopartenaire, Fair for Life et Bioéquitable en France, qui est beaucoup plus récent. Sachant que du coup, on a essentiellement étudié les 2 premiers, même s'il y a des liens avec le 3e, et d'autres labels commencent à être actifs pour celles et ceux qui connaissent sur le commerce équitable en France, mais ne sont pas dans les PPM, donc on ne les a pas listés. C'est le cas par exemple de Max Havelaar qui a commencé à développer une initiative, mais qui n'est pas encore à notre connaissance, en tout cas pas pendant l'étude. On n'avait pas de produits labellisés. Donc on est vraiment sur ces 3 labels-là, Biopartenaire, Fair for Life, principalement ces 2-là, et des liens avec Bioéquitable en France. Pourquoi différents labels? Vous me direz, parce qu'il y a des différences qui sont en partie subtiles, en partie un petit peu plus structurantes, mais qui démontrent aussi en fait d'une volonté de ces labels d'essayer de s'adapter à un certain nombre de conditions de terrain, un certain nombre de réalités sectorielles, et c'est des labels qui existaient bien avant les PPM. Donc en fait, de la façon dont ils se sont créés, de la façon dont ils ont pris cette question de commerce équitable et le socle que je vous disais avant, il y a quelques différences.
notamment des degrés de différence qui vont aller sur la question de comment se formalisent les organisations de producteurs et les exigences qui sont posées à leur gouvernance. Et un petit peu aussi sur les engagements le long de la chaîne, mais c'est essentiellement sur la question des producteurs. Encore une fois, différences un peu subtiles, qui ont quand même leur raison d'être, leur historique à travers les labels, et qui démontrent de multiples possibilités en fait, d'appliquer concrètement un même socle qui, lui, est clairement partagé par toutes ces initiatives. Où est-ce que ces labels sont appliqués aujourd'hui dans le secteur? Alors, pour celles et ceux qui connaissent, on a découpé de manière un petit peu, ouais, pas forcément théorique, mais bon, selon les canevas du secteur, entre le médical, l'agroalimentaire et cosmétique et parfumerie, bah, quelque part, on trouve du commerce équitable partout. Par contre, vous me direz, pas dans les mêmes proportions. C'est là qu'on en arrive à la problématique des chiffres, c'est qu'on n'a pas pu consolider des chiffres suffisants. Ce qui est sûr, pour vous le dire à l'oral, mais on pourrait mettre en gras, là où il y a le plus, quelque part, de produits de commerce équitable, ça ne veut pas dire que ça représente plus de parts de marché, parce que ça dépend véritablement, mais quand même là où il y a un peu plus on pourrait dire, de pénétration du commerce équitable sur le marché, ça va être beaucoup sur toute la partie agroalimentaire, parce que le commerce équitable est très présent dans ce secteur-là depuis longtemps, beaucoup sur les infusions, mais aussi sur les herbes aromatiques, voire un tout petit peu sur cette question d'arôme alimentaire. Donc, on a là quelque chose qui est assez important. On a aussi des choses pas anodines dans le secteur médical, surtout autour des huiles essentielles, même si on commence à voir des choses qui commencent à arriver, qui sont reconnues et labellisées comme commerce équitable sur les autres éléments, mais c'est quand même beaucoup sur les huiles essentielles, même s'il y en a un petit peu autour. Et puis, quelque chose qui est en train de monter, a priori pas mal, même si encore une fois, on n'a pas les chiffres en main, c'est tout en bas la question des cosmétiques, portée aussi par la vague du naturel, du bio, mais aussi d'aller au-delà et de s'inquiéter de la provenance des ingrédients et des conditions de production. Et un petit peu moins, c'est quelque chose qui est vraiment un potentiel dont on pourra parler sur les fragrances, donc sur les parfums. Enfin, un petit peu moins, beaucoup moins sur les parfums et les fragrances, parce qu'il y a un certain nombre d'obstacles, mais dont on pourra rediscuter. Alors, avant d'arriver à que nous ont montré les 3 études de cas sur les résultats concrets du commerce équitable, il y avait une première partie, une première couche qui nous paraissait importante, c'est de dire qu'il est ressorti de notre étude que quand on regarde, avant de rentrer dans le commerce équitable, quand on regarde les enjeux du secteur des plantes à parfum aromatiques et médicinales, quand on regarde ces enjeux, y compris plantes ou groupes de plantes par groupe de plantes, parce qu'elles ne vont pas être les mêmes pour des cultures pérennes ou la cueillette, par exemple, on se rend quand même compte que globalement, le commerce équitable est une démarche qui, quand on regarde où est-ce qu'elle agit et ce sur quoi elle a l'intention d'agir, semble tout à fait en prise avec ces enjeux, tout à fait pertinente, c'est-à-dire en réponse à un certain nombre de choses qui ressortent, voire montent depuis pas mal d'années. Et vous le voyez sur les 3 piliers clés de la durabilité économique, environnementale et sociale. On a, je vous le fais rapidement parce que je pense que vous connaissez mieux que nous, on a pas mal d'enjeux économiques qui sont posés, alors qui sont différents, mais beaucoup autour de la rémunération des producteurs, avec un enjeu de couvrir les coûts de production, de vivre des ppm, qui est plutôt historiquement un atelier pour beaucoup de producteurs qui est secondaire, qui n'est pas déterminant dans la rémunération. Donc, il y a un enjeu autour de ça, surtout dans un contexte, et du coup, à pouvoir se spécialiser un minimum pour pouvoir en vivre, dans un contexte de forte cyclicité. Alors, ça a toujours été le cas, mais potentiellement, avec le dérèglement climatique, un certain nombre d'enjeux, on va rentrer dans une cyclicité encore plus prononcée et plus incertaine. D'où un enjeu pour les producteurs à pouvoir investir pour être plus résilient, pour pouvoir mieux se projeter dans un avenir qui est plus compliqué. Et puis, on s'est beaucoup documenté depuis plusieurs années, et notamment, c'était beaucoup discuté, si je ne dis pas de bêtises, dans le cadre du plan de filière sur le secteur, dans le cadre des États généraux de l'alimentation, concurrence avec l'import de produits à bas coût, notamment en provenance, entre autres, de l'Europe de l'Est, de la rive sud de la Méditerranée. Mais pas que. Et du coup, voilà, un enjeu à pouvoir garantir une production française face à une concurrence frontale qui est parfois bien compliquée. On a aussi des enjeux environnementaux importants, vous le voyez à droite. C'est bien sûr la question de la biodiversité. Alors, dans le cas des monocultures, donc on peut penser par exemple à la lavande et au lavandin, ce ne sont pas des choses particulières à ces cultures par rapport au reste de l'agriculture française. C'est des enjeux de biodiversité
plus large, d'avoir des infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire des haies, de retrouver des bancs de tampons, d'avoir un certain nombre de choses comme ça, mais pas que. Hein. Et puis sur la cueillette, par contre, on est véritablement de ce qu'on a compris sur un enjeu très particulier, qui était comment préserver une ressource qui est fragile, avec des bonnes pratiques de cueillette pour éviter de l'épuiser et développer un savoir-faire suffisant là-dessus pour s'assurer d'une gestion durable. On a aussi des enjeux autour du climat, des gaz à effet de serre, de la consommation d'énergie. C'est notamment un cas qui se pose aux huiles essentielles. Donc, en fait, prendre en compte les questions environnementales est forcément un enjeu important. L'accès à l'eau, alors encore plus avec l'été qu'on vient de passer, devient primordial et se rajoute aux enjeux de climat et de biodiversité dont j'ai parlé avant. Donc, en fait, on a là des préoccupations environnementales. Alors, pour clarifier, le commerce équitable, vous allez voir, hein, il répond surtout parce qu'il est en prise avec la certification agriculture biologique, mais pas que. C'est aussi une façon d'amener un questionnement sur ces préoccupations environnementales au niveau des organisations de producteurs, des premiers acheteurs, et de lancer parfois des dynamiques qui peuvent aller plus loin, en tout cas développer un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément dans le cahier des charges de la bio. Donc des choses qui nous sont parues intéressantes et qui montrent en fait une dynamique. Et la question de la protection des sols, bien évidemment, notamment par rapport à l'érosion et un certain nombre d'autres considérations. Je finis sur les enjeux sociaux, qui sont tout aussi importants. C'est des enjeux qui sont posés sur la main-d'œuvre, qui paraissent, là encore, qui étaient déjà importants quand on a mené les études de cas il y a un an, courant 2021, qui paraissent encore plus importantes peut-être aujourd'hui, post-Covid. C'est vrai dans la bio pour les questions de désherbage manuel, c'est aussi la question de la cueillette, et c'est du travail souvent saisonnier. Et qui pose des questions dans le secteur, qui n'est pas que propre au PPM, mais entre autres là, de questions de conditions de travail, notamment de questions de précarité ou de droits sociaux. Encore une fois, ces différents enjeux que je viens de vous brosser, certainement imparfaitement, ils sont très généraux au secteur des PPM, ils ne sont pas propres au commerce équitable, c'est plutôt que le commerce équitable adresse, pour utiliser un anglicisme en tout cas, est vraiment articulé avec la plupart de ces enjeux. Vous allez le voir dans les résultats, montre un certain nombre de résultats qui ne sont pas forcément parfaits, mais qui indiquent véritablement le démarrage d'une dynamique très intéressante avec déjà des premières réalisations et qui nous fait dire qu'il y a déjà une pertinence globale du dispositif. Alors, pour comprendre les résultats, il faut comprendre aussi que vous avez vu au début, il n'y a pas un seul label, il y en a plusieurs avec quelques spécificités. Et il n'y a pas qu'une motivation de commerce équitable, il y en a plusieurs. Et véritablement, les trois que vous voyez là, on s'est rendu compte à travers les entretiens qu'on a menés qu'on avait eu 3 vagues successives qui montrent les 3 motivations, sans aucun jugement sur les unes et les autres. C'est plutôt montrer d'où elles viennent et de voir qu'en fait, elles viennent potentiellement se compléter, se superposer. Et du coup, ça indique aussi des choses pour la suite, quoi. On a une première chose qui sont les démarches de pionniers. C'était véritablement des premiers acteurs qui étaient déjà engagés sur les questions du commerce équitable avec de très forts engagements qui se sont souvent constitués autour de ça, ou en tout cas qui se sont totalement appropriés dans leur modèle économique et qui ne cherchaient pas forcément de reconnaissance, de labellisation. C'était véritablement une démarche de structure. Et donc, c'est vrai que côté des organisations de producteurs, comme côté des premiers acheteurs transformateurs, on vous le met en bas là, dans le petit carré orange, à l'époque, quasiment pas de demande, on est en 2005, je vous le disais, hein, ça fait plus de 15 ans, vous voyez les toutes premières initiatives, et là, on parle des PPAM, hein, pas plus généralement, on est vraiment dans notre secteur d'études. Une deuxième vague est arrivée, alors on peut la qualifier de RSE, c'est important de voir ce qu'il y a derrière, c'est l'engagement de plus grandes entreprises, plus grandes marques, plutôt à l'aval, qui ont un double enjeu en fait. Il y a un enjeu de risque de réputation, de pouvoir garantir une image qui est importante, voire même fondamentale pour le consommateur dans un certain nombre de marchés. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, c'est pour ça qu'on l'a appelé RSE pour responsabilité sociétale d'entreprise, c'est qu'il y a aussi une démarche déjà engagée par ces acteurs-là à l'échelle de leur groupe ou de l'ensemble de leur entreprise, et qui cherchaient une cohérence, une mise en cohérence, on va dire, de leur filière d'approvisionnement avec les engagements plus généraux que leur structure était en train de prendre. Donc, en fait, c'est double motivation de réputation d'image, mais aussi de démarche globale de responsabilité de toute l'entreprise. Vous voyez là encore, dans le carré du bas, dans ces démarches-là, il n'y a pas forcément la position d'un label sur les produits.
C'est l'ensemble d'une démarche qui peut être parfois communiquée dans les rapports annuels ou rapports de développement durable ou de responsabilité de l'entreprise. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à mettre en œuvre ces engagements tout le long des filières d'approvisionnement. Et qui, en partie, on a l'impression, a eu tendance à pouvoir renforcer les pionniers qui avaient démarré, parce qu'en voyant un signal plus fort de la part d'acteurs significatifs à l'aval au niveau de la production agricole. Le dernier, on est dans une phase qui est un peu différente, où depuis quelques années, vous voyez, c'est très récent, peut-être, alors c'est pas que lié au Covid, hein, c'est avant, mais on a des acteurs de l'aval, peut-être plus en aval encore, distributeurs entre autres, et des marques qui n'étaient pas engagées avant, dont un certain nombre sont déjà engagés dans la bio, et qui cherchent à se démarquer en fait dans un secteur qui aujourd'hui a profusion d'offres, et aussi à remettre une cohérence avec des engagements éthiques et une façon de gérer leur logique d'approvisionnement en durabilité, mais aussi, c'est ce qu'on met à la fin, de répondre à une demande des consommateurs. Donc là, on a un commerce équitable qui, depuis quelques années, dans le secteur des PPM, commence à être mis en avant comme véritablement argument de vente auprès des consommateurs, et qui va ouvrir, vous allez voir, en fait, des risques, peut-être, en tout cas, c'est ce qu'on pose tout à la fin, on verra en analyse stratégique, de réputation, si jamais il y a des démarches qui ne sont pas validées par un label, par un cahier des charges, et que des gens commencent à dire qu'ils font du commerce équitable alors qu'ils n'en font pas. Mais d'abord et avant tout, il ne faut pas voir cette dernière vague comme étant que ça. C'est d'abord et avant tout véritablement le signal de nouveaux acteurs qui viennent se rajouter, et aussi d'une demande des consommateurs qui est en train de monter fortement, avec en plus en même temps cette volonté ou importance de se différencier dans le secteur notamment de la bio. Donc tout ça arrive en même temps, et il y a de véritables engagements qui ont lieu et qui sont intéressants, labellisés comme les autres, etc. Donc voilà, 3 vagues, 3 motivations, et qui viennent, comme je vous le disais, soit être en synergie, en complémentarité, ou se superposer. Et en tout cas, amener des choses qui permettent de décrypter la situation. Alors, les résultats. Les résultats, on vous les a très synthétisés. Il y a des choses plus détaillées, bien sûr, dans le rapport. Et je suis très content qu'après moi, il y ait les témoignages dont a parlé M. Zanata, puisque ça permettra d'être plus concret que ce que je vais l'être, et puis certainement de donner véritablement un regard de terrain qui va être très complémentaire, parce que je vais être très transversal et un peu macro, mais 4 choses, vous voyez. La question de la transparence et de la négociation, la question de l'engagement contractuel, la question des prix, en jaune, et en bleu, l'usage du fonds de développement ou de la prime, donc de cet apport financier supplémentaire qui est donné de manière collective. Ce sont les 4 champs principaux où on va avoir des résultats positifs clairement qui ressortent de nos 3 études de cas. Il y a juste quelques petites variations dont je vais vous parler. Donc, je vous disais, la première chose à gauche, transparence et négociation. On a, à travers les 3 études de cas qu'on a menées, des choses fortes qui remontent sur, premièrement, des échanges d'informations objectives du côté du premier acheteur sur la situation du marché. Alors, suivant les cas, ça peut être plus ou moins détaillé, plus ou moins global, mais on a clairement quelque chose qui permet en fait de mieux informer la partie de la production agricole, enfin, les producteurs et leurs organisations, pour savoir où vont les tendances de marché, quelles sont les demandes, surtout dans des filières je ne l'ai pas dit, mais vous le connaissez certainement mieux que moi, de PPM qui sont très complexes avec beaucoup de maillons. Donc, ça apporte véritablement quelque chose d'important. Et surtout en vis-à-vis, ce qui est intéressant, c'est une transparence réciproque miroir des producteurs vis-à-vis des premiers acheteurs, qui permet là aussi de mieux comprendre les contingences, les prévisions sur la production agricole, les incertitudes, et de certainement mieux gérer par un dialogue plus ouvert et plus objectivé. Ça va jusqu'à une transparence sur les marges, ce qui est intéressant, y compris pour l'acheteur. Encore une fois, suivant les cas, qui peut être soit carrément plante par plante, soit parfois de manière plus globale au niveau de l'entreprise, mais c'est quelque chose de très nouveau. Notamment dans un secteur, on a l'impression que c'est déjà pas le cas dans l'agroalimentaire de manière générale, mais là, dans le secteur des PPM, on n'est pas que dans l'alimentaire, mais c'est pas forcément quelque chose dont il y a la culture. Donc là, on voit que c'est un véritable apport très novateur du commerce équitable d'amener en fait une confiance suffisante pour pouvoir discuter de ces choses-là et de se rendre compte que c'est important pour se lui donner les garanties d'une meilleure durabilité dans le temps, puisque ça va justement avec ce qu'on va voir juste après, c'est-à-dire quel est l'intérêt de ce dialogue plus ouvert, de comprendre ces tendances. C'est la question des prévisions.
sur les volumes d'achat, qui permettent une régularité, une sécurisation, de se projeter dans le temps. Ça, c'est des choses très nouvelles, souvent dans un secteur. Alors, ça dépend, hein, parce qu'il faut pas, de ce qu'on a compris, il ne faut pas, surtout pas englober tout le secteur des PPM. On a des réalités très différentes suivant qu'on est dans le lavande, lavandin, dans la plante de cueillette, dans tel ou tel type de culture. Néanmoins, on a véritablement cet effet commun qu'on a pu nous répertorier, avec des risques qui sont inhérents déjà à la production des PPM côté agricole, mais aussi en plus renforcés par des règlements climatiques. Ces risques peuvent être pris en charge dans un certain cas quasiment totalement, voire totalement par le premier acheteur, qui prend sur ses épaules entièrement ce qui se passe, soit partagé avec l'organisation de producteurs. Alors, vous me direz, ça, quand on regarde de manière objective, c'est là où on peut avoir des différences, mais qui ne sont pas que liées au label, c'est aussi lié aux acteurs qui font vivre en fait la mise en œuvre du label sur le terrain. Quand c'est le premier acheteur qui prend tout sur ses épaules, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une structure qui soit suffisante, pas suffisamment forte, avec des débouchés suffisamment diversifiés pour être en capacité de gérer la situation. Mais ce qu'on voit, c'est que de manière plus fondamentale, ce que nous ont ressorti à peu près tous les acteurs via les entretiens, et de manière assez convergente, c'est qu'il y avait, en lien avec le premier point, une confiance, un dialogue, une recherche commune de solutions. Ça peut être du stockage, ça peut être trouver de nouveaux débouchés pour essayer d'écouler une production, ça peut être des systèmes de dédommagement, mais du coup en échange de remettre d'autres investissements sur d'autres cultures pour pouvoir compenser. Mais en tout cas, c'est d'imaginer ensemble et de ne plus se retrouver seul à gérer ces incertitudes qui sont assez fortes. Après, la limite aujourd'hui, vous les voyez à la fin, c'est qu'il y a de trop rares engagements au-delà du premier acheteur quand on va vers l'aval de la chaîne, et notamment au niveau de la distribution, où là, tous les acteurs nous ont fait part d'un déséquilibre qu'ils ressentaient et d'un enjeu pour eux de faire en sorte que ça ne se limite pas à eux. Et puis une charge administrative qui peut être parfois perçue comme assez lourde là-dessus, et qui va être aussi en lien avec ce que je vais vous dire sur le prix, qui est le point d'après, où là, un gros apport du commerce équitable, c'est une objectivation des coûts de production. C'est pas parfait, il y a une grosse complexité dans les PPM, hein, d'une plante à l'autre, cette multiplicité de cultures, je parle même pas de la cueillette où c'est compliqué, mais ce que tout le monde ressort, c'est que l'intérêt du commerce équitable, c'est d'avoir amené une discussion objective, une prise de conscience d'un certain nombre d'éléments de coûts de production qui ne sont pas toujours tous pris en compte, et puis qui se reflètent du coup derrière dans un prix de sortie de l'organisation de producteurs, un prix plancher qui n'est qu'un prix minimum si jamais le prix du marché tombe en dessous. Et ce qui nous amène au point suivant, c'est que ce qui est important visiblement dans les PPAM, peut-être de manière plus prononcée que dans les filières alimentaires classiques, c'est un effet de lissage qui est important parce qu'on a la cyclicité des prix dont je vous parlais. Parfois, dans certaines plantes, on peut avoir des effets un peu spéculatifs, mais c'est beaucoup de la cyclicité et de l'incertitude sur les prix. Et en fait, le commerce équitable, a priori, en tout cas ce qui nous a remonté les 3 cas d'études, arrive à amener une forme de lissage, c'est-à-dire qu'on ne descend pas en dessous d'un plancher, mais il y a aussi des prix qui sont lissés à la hausse pour éviter en fait les très fortes fluctuations et permettre à tous les acteurs, notamment organisations de producteurs et premiers acheteurs, de prévoir dans le temps et d'essayer de s'affranchir en fait des pics à la hausse ou à la baisse qui sont toujours assez destructeurs ou en tout cas déstabilisants. Et puis on en arrive à la dernière partie qui est cette fameuse prime complémentaire qui est versée de manière collective. On a un niveau très variable selon les partenariats, selon les types de plantes et les quantités qui sont produites. Ce qui est intéressant, c'est que il faut attendre un cumul sur un certain nombre d'années pour commencer à avoir un investissement. Cet investissement, il y a une première source importante qui a l'air de ressortir, qui est la question du matériel et d'avoir du coup d'améliorer la capacité de transformation, mais aussi la qualité. Et puis, il y a une deuxième source d'investissement qui ressort de manière assez importante, c'est la question des nouvelles plantations ou de renouvellement des plantations. Un gros enjeu là aussi pour la durabilité de la production agricole, enfin de la partie agricole des PPAM. Et donc là aussi, on voit que ce surplus n'est pas anodin et permet de faire des choses intéressantes. Et du coup, ça nous permet de prendre un peu de champ par rapport à ce que je viens de vous expliquer sur peut-être des effets d'entraînement qu'on a pu commencer à voir, alors qu'on n'a pas quantifié, mais c'est intéressant de voir que ces premiers résultats que je vous ai décrits, ils permettent d'aller plus loin. Ils permettent aux acteurs de porter les choses le cran d'après. Le cran d'après, c'est la sécurité économique. Je vais commencer par le pavé économique à gauche. Hein. Il favorise l'investissement dans les fermes, dans la qualité,
dans le fait d'apprendre à répondre à un certain nombre de marchés un peu plus particuliers ou de niches de marché. Il contribue en partie, dans un certain nombre de cas, à clairement améliorer les revenus des producteurs. Dans d'autres cas, il vient renforcer plutôt, vous voyez, la viabilisation des fermes, ce qui est fondamental en fait dans un secteur qui a parfois beaucoup de cyclicité. Et puis, je vous parlais de spécialisation au début, c'est le point d'après, c'est la capacité d'un certain nombre de producteurs, grâce au commerce équitable entre autres, et puis une stratégie qu'ils ont portée, de pouvoir petit à petit se spécialiser, de vivre de ce travail-là. Et du coup, de passer les PPM en atelier principal, parfois jusqu'à ce niveau-là, quoi. Au niveau des organisations de producteurs, donc quand on remonte à l'échelle collective, c'est vraiment la question de la mutualisation des équipements qui ressort, de stockage, parfois de traitement, qui est de première transformation, qui est vraiment la partie la plus importante et qui est là aussi pas anodine et qui permet en fait de renforcer l'autonomie et l'assise en fait des organisations de producteurs. Et aussi du côté du premier acheteur, on voit des choses économiques intéressantes en termes de stabilisation. Je vous parlais du lissage tout à l'heure, sur les coûts d'approvisionnement, des volumes aussi, puisque l'engagement apporte cet effet de stabilisation importante et là aussi de réponse à des marchés particuliers. On voit qu'il y a un gros paquet économique qui n'est pas étonnant, mais qui est vraiment objectivé par les 3 études de cas que vous pourrez découvrir dans le rapport. Sur la question environnementale, je ne reviens pas sur le premier, on en a parlé, il y a un lien avec la bio qui est forte, avec un effet d'entraînement possible aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une sécurisation via le commerce équitable peut aller avec une facilitation en fait, de la transition vers l'agriculture biologique. Il y a quelque chose qui est documenté depuis plus longtemps dans des filières françaises ou internationales dans le commerce équitable, et là on commence à le voir arriver dans les PPAM. Et puis, comme je vous le disais, des choses qui vont au-delà du cahier des charges de l'agriculture biologique, sur des pratiques durables, que ce soit au niveau des questions de stockage carbone, donc ça c'est par exemple des bandes enherbées, un certain nombre de choses dans les cultures pérennes, mais aussi des pratiques de cueillette durable qui sont un très gros enjeu pour préserver la ressource encore plus face au dérèglement climatique, aux sécheresses et choses qu'on a connues citer par exemple. Et donc là, voilà, c'est un début de dynamique qui nous paraît vraiment intéressant. Du côté social, si on va vers la droite de l'écran, l'image positive du producteur, surtout, est ressortie, je pense que ça ne va pas vous étonner, vraiment une remontée des producteurs qui se vivent comme étant dans une position difficile, avec une image pas toujours positive de la profession agricole. Et donc là, en fait, voilà, d'être dans le commerce équitable, pour une partie d'entre eux d'être dans la bio, mais en tout cas dans le commerce équitable, les aide à la fois à retrouver une fierté dans leur métier, de la communication autour de ça, de cette réinsertion dans les filières et les chaînes de valeur. Et puis, c'est pas si anodin que ça. On a parlé au début, enfin, j'ai parlé au début de l'enjeu des conditions de travail et des droits du travail. C'est aussi vu, même s'il est imparfait, comme un premier garde-fou pour le respect du droit du travail, notamment sur les travailleurs saisonniers. Donc, il y a là quelque chose qui en germe, un premier cliquet qui a été mis, qui est potentiellement intéressant, mais à amener plus loin. Et pour finir, un impact territorial qui existe, le fait que ça crée des emplois, de la valeur dans les fermes, dans les territoires. Mais c'est vrai que la taille en fait, des filières de PPM fait que ce n'est pas non plus un impact territorial qui est majoritaire par rapport à d'autres filières qui existent, mais n'empêche qu'il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier, un effet d'entraînement dans les territoires, et qui pourrait peut-être être étudié de manière un peu plus subjective et pas être juste fermé dans les chiffres pour pouvoir mieux rendre compte en fait, de ces dynamiques territoriales. Voilà à peu près pour cette première partie qui est importante sur quid du commerce équitable à date. Et du coup, on peut attaquer une deuxième partie avant d'arriver à la stratégie sur quels sont des nouveaux éléments un peu plus exploratoires qu'on a pu rassembler à l'occasion de l'étude. Alors, je vais commencer par une partie sur les consommateurs que vous voyez là. Les attentes des consommateurs, c'est écrit à gauche. On va rentrer ensemble là-dedans. Alors, première chose, il y a un gros potentiel du commerce équitable, mais il est à réaliser. Il y a une forte connaissance du commerce équitable chez les consommateurs. Vous voyez, dans notre échantillon représentatif de 2000 consommateurs, on a 86% qui en ont entendu parler. Ils savent poser une définition, et notamment une définition clairement sur la question du prix juste. Là où c'est un potentiel, il y a encore des choses à faire, c'est que, alors ce qui était intéressant il y a un an, il faudrait certainement le remettre aujourd'hui, parce qu'on est dans un nouveau contexte d'inflation qui n'était absolument pas présent. Je prends une précaution là par rapport au sondage qu'on a mené. Il y a un an, quand on posait la question aux Français et aux consommateurs, ils nous disaient que le premier enjeu qui remontait pour eux sur l'agriculture, en fait, on leur a d'abord demandé quels sont les enjeux clés pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport aux questions des filières agricoles alimentaires, par rapport aux produits qu'ils achètent tous les jours. La première chose qu'ils nous ont dit, c'est que les agriculteurs en France soient bien rémunérés.
C'est ce qui est ressorti tout en haut en tête. En troisième position, quasiment juste en dessous, que les petits producteurs à l'international, vous voyez, on fait le miroir France International, soient eux aussi bien rémunérés. Qu'il y ait plus de produits alimentaires qui soient achetés sous commerce équitable, vous voyez que c'est un peu plus bas. Alors, il y a un fort taux aussi d'accord, et tout à fait d'accord, mais il est un peu plus faible, bien que le commerce équitable soit identifié au juste prix. Et on s'est posé la question de pourquoi des attentes aussi fortes sur la rémunération qui ne se transcrivent pas par un pourcentage quasiment équivalent dans le commerce équitable. Eh ben, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait encore un travail à faire sur la confiance dans, je dirais plutôt, la mise en œuvre opérationnelle du commerce équitable. C'est que sur le fond, l'idée, elle est jugée comme totalement pertinente, je vais revenir dessus, de la part des consommateurs, mais sur l'opérationnalisation, il y a encore du travail de réassurance à faire, puisque alors, il y a deux choses. Il y a une première chose qui est que le commerce équitable, il reste très marqué nord-sud. Pardon, c'est la première des choses. Information. Très marqué sur le café, la banane. Et en fait, les gens n'ont pas encore fait complètement le lien avec la France. D'où l'explication de ce que je vous disais juste avant, la différence entre la première et la dernière ligne. C'est juste parce que les gens pensent que ça va pas répondre au premier point, alors que si, aujourd'hui, quasiment toutes les filières agricoles en France sont concernées en des initiatives à des échelles différentes. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce point de la réassurance. Et juste un mot de contextualisation. Ce qui en est remonté du sondage et des focus group, ce n'est pas que propre au commerce équitable, c'est propre à tous les labels, que ce soit la bio, voire même les labels de qualité, les SICO que vous connaissez, les signes officiels de qualité. Il y a une certaine forme de méfiance par rapport à la logique de label et de certification, qui se retrouve dans le commerce équitable que dans le reste. C'est-à-dire que les gens veulent, ils voient la pertinence, ils voient le sujet, ils ont vraiment envie de s'engager en tant que consommateur. Par contre, il y a toujours un petit côté, mais est-ce que je peux faire confiance au contrôle, à ce qui m'est dit? Est-ce que vraiment c'est du sérieux? Est-ce que ça va jusqu'au bout? Donc là, on vous a mis quelques chiffres. Donc, il y a quand même globalement une confiance qui est forte, vous voyez, mais on a un petit bout de orange qui reste une petite méfiance minoritaire qu'il faut aller gagner. Le cran d'après, et encore une fois, c'est important pour les axes stratégiques qu'on vous propose à la fin. Ça ne concerne pas que le commerce équitable, donc il y a peut-être des synergies à faire avec d'autres labels, notamment la bio. Et puis, je vous disais, les gens ont très ancré en tête le commerce équitable nord-sud. Dès qu'on leur dit, mais qu'on leur suggère que, ou qu'en focus group, on leur montre des produits en disant, mais regardez, le commerce équitable, en fait, existe déjà en France et pour des produits français, eh bien, tout de suite, en fait, il y a une forte adhésion, un peu de réflexe ou d'intuition et un allant très positif qui s'est ouvert, que ce soit à travers le sondage comme le focus group. Là, on vous a mis pas mal de réponses très positives qui, quand on dit aux gens que ça existe et que les instruments sont là, que le concept est déjà décliné en France, alors du coup, ils reconnectent en fait les deux éléments que je vous disais avant. Donc, un vrai potentiel. Il y a un fonds à utiliser. Il faut vaincre peut-être un déficit d'information et puis cette question de la réassurance. Alors après, une dernière question qu'on s'est posée de manière exploratoire, c'est la question des facteurs de choix. C'est-à-dire dans quelle mesure un label de commerce équitable peut être véritablement un déterminant du choix d'un produit par rapport à un autre. Alors, on a fait dans notre sondage, je vous donne que les résultats globaux, plus détaillés, vous les trouvez dans le rapport. On a différencié entre les différents sous-secteurs, c'est-à-dire entre l'alimentaire, les tisanes à infusion, les plantes aromatiques, les parfums, les cosmétiques, etc. Mais globalement, ça ne vous étonnera pas, il y a un déterminant majeur sur le prix et le budget dans le choix des consommateurs. Alors c'était avant le contexte d'inflation qu'on a aujourd'hui. Ceci étant, ce qui est intéressant de voir, c'est que plus fort encore, au moins aussi fort, est la question d'avoir un produit naturel. Et ça se retrouve quel que soit le secteur final, quelque part, de consommation des ppm par les consommateurs. On retrouve en déterminant plus mineur le commerce équitable, vous voyez, dans 11% des cas, mais tout aussi important que le conseil d'un ami, d'un vendeur ou de l'emballage, c'est-à-dire de ce que les consommateurs voient quand ils font leur choix par eux-mêmes dans un rayon, dans un magasin, etc. Donc, c'est à la fois minoritaire, mais c'est au niveau d'autres arguments fondamentaux. Et puis, il ne faut toujours pas oublier que ça, c'est des chiffres globaux. Il y a des déterminants qui sont très spécifiques à un facteur. Par exemple, l'odeur, le goût. L'odeur va être fondamentale pour la question des parfums, voire aussi des cosmétiques. Le goût va être fondamental aussi pour la question des tisanes et peut être quasiment au même niveau que le prix pour ces produits-là. Mais par contre, quand on regarde de manière plus transverse, c'est très spécifique. Et dernière chose importante, le commerce équitable a l'air d'être la plupart du temps corrélé à l'agriculture biologique, qui sont au même niveau. Quand l'un est plus haut, l'autre aussi est plus haut. Sauf un cas particulier des huiles essentielles où là, la bio est très au-dessus,
parce qu'il y a véritablement un désir du consommateur de chercher des produits naturels et de s'assurer qu'il n'y a pas d'éléments chimiques qui pourraient être nocifs à l'intérieur, en tout cas dans la perception. Hein. Je dis bien tel que les consommateurs posent leur regard sur les huiles essentielles. Et puis, on a mis, vous verrez dans le rapport, quelques éléments sur le consentement à payer. C'est toujours une question. Donc, on a soumis, vous voyez, sur un certain nombre de produits clés, un surcoût en disant est-ce que vous seriez prêt à payer jusqu'à tant d'euros pour les produits et de voir ce que ça donne. Donc, on a quelque chose qui est assez intéressant. Donc, alors que je vous décrypte un peu ce que ça veut dire. Hein. Si vous prenez, par exemple, les produits cosmétiques à 10 €, on a dit, sur un produit cosmétique à 10 €, est-ce que vous êtes prêt à payer plus 10%, plus 25%, plus 50%? C'est comme ça qu'il faut lire le graphique. Donc, on a une petite moitié qui est prêt à amener entre 5% et au-delà de surcoût. Mais on le voyait déjà, c'est peut-être là aussi une chose à avoir en tête, avant la période d'inflation qu'on vit en ce moment, on a déjà qu'à peine un petit peu moins de la moitié des gens qui sont prêts à. Pour expliquer pourquoi, ce n'est pas qu'une question du prix, c'est aussi une question dans les focus group que les consommateurs nous disent que pour eux, ça devrait être équitable. Qu'ils disent, mais c'est pas à nous, consommateurs, de faire un effort, ça devrait faire partie, en fait, de la base de la façon dont devraient travailler les acteurs. Je vois que le temps passe, j'arrive à la fin pour pouvoir passer la main et puis prendre le temps des témoignages hein, en appui, en réponse, peut-être en contradiction, vous me direz par rapport à ce que je vous présente. Deux dernières choses. La première chose, c'est quelle analyse un peu d'ensemble on peut faire. Alors, on a utilisé une petite image qui est celle du bateau. Ça nous parle aujourd'hui, cette image du bateau, parce qu'on a l'impression que dans le monde d'incertitude dans lequel on est rentré, clairement, il faut peut-être qu'on passe de bâtisseur à navigateur. Bâtisseur, on avait l'habitude d'être sur, vous voyez, un seul meuble, de construire haut, fort, dur, d'aller jusqu'à des gratte-ciel, comme dans certains endroits du monde. Peut-être que le monde dans lequel on est en train de rentrer est plutôt un monde où il y a des choses imprévues qui peuvent arriver. Il peut y avoir des forts courants, des coups de vent, au contraire, un calme plat, des intempéries, etc. Et du coup, il faut apprendre à tracer notre chemin là-dedans. Et donc, si on se perçoit un peu dans ce monde en tant que navigateur, vous voyez, on s'est fixé un horizon. C'est que si on allait vers un développement du commerce équitable, c'est un travail véritablement qu'on a fait en atelier avec pas mal de participants issus du secteur et qu'on a travaillé aussi après avec le comité de pilotage en fonction des retours qu'on a vus en atelier. Donc, c'est cet horizon hein, de développer le commerce équitable. Pourquoi? Parce qu'en effet, vous voyez, ça répond à des pertinences sur les enjeux et ça démontre déjà de premiers résultats intéressants, du coup, et un potentiel, comme je venais de vous le dire, qui est là. Comment on va vers cette direction? Vous voyez, on vous a mis, peut-être si je commence par le bleu tout à gauche, là, des moteurs forts auprès des acteurs qui existent aujourd'hui et qui sont déjà impliqués de partage des valeurs du commerce équitable. Ce n'est pas qu'un outil, ce n'est pas que de l'opérationnel, c'est une façon de travailler, c'est une façon d'envisager son modèle économique et sa relation aux autres, et notamment dans les chaînes d'approvisionnement, de garantir cet approvisionnement dans un monde où justement ces questions de durabilité de l'approvisionnement dans le temps, mais au sens juste en avoir et en avoir suffisamment, est de plus en plus fondamentale, d'amélioration de la qualité, de politique de responsabilité globale de l'entreprise. Donc, c'est un outil parmi d'autres, mais c'est complètement en cohérence et en interaction avec ça. Donc, c'est quelque chose d'important. Et puis, répondre à une demande qui monte des consommateurs et de positionnement sur le marché. Alors, en vis-à-vis, on a en bas des freins. Alors, les freins, on l'a vu, hein, il peut y avoir parfois, pour être complètement transparent, hein, des perceptions négatives des avantages. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont lieu grâce au commerce équitable, mais clairement, on peut en reparler avec les témoignages. Certains témoignages sont remontés des cas d'études pour dire qu'il y avait un ratio, enfin un ratio, c'est pas mathématique, mais il y a beaucoup de démarches à faire, de travail sur l'engagement, de revoir sa façon de travailler, d'établir des relations de confiance et tout, qui demande du temps, de l'énergie, des ressources. Et parfois, il y a une perception que les avantages sont peut-être aujourd'hui pas à la hauteur de tout ce qui est investi par les structures et que peut-être il faudrait voir la possibilité qu'il y aurait dans le marché tel qu'il est aujourd'hui à avoir des bénéfices qui puissent être encore plus importants. Ce n'est pas que financier, hein, mais que véritablement les deux soient l'un en relation avec l'autre. Et puis, il y a véritablement beaucoup de choses à faire sur la connaissance du commerce équitable auprès des consommateurs, auprès de tous les acteurs de la chaîne. Et ça, c'est important parce qu'il y a un enjeu a priori à engager plus fortement l'aval de la chaîne qui est déterminante pour pouvoir
je dirais, partir de l'existant, mais aller bien plus loin en termes de développement du commerce équitable dans le secteur. Il y a du coup des barrières à l'entrée qui sont autour de ces obstacles, entre autres administratifs, mais pas que, qu'il faut arriver à vaincre. Des coûts directs et indirects des certifications qui sont toujours un sujet pour voir quel bon équilibre pour pouvoir assurer un développement. Éviter les passagers clandestins, je vous en parlais tout à l'heure, du coup, dans un contexte où on a potentiellement des allégations qui ne vont pas être labellisées. Comment faire pour répondre à ce problème-là? Et puis, le dernier point, je l'ai cité, c'est cette question de la confiance des consommateurs qu'il faut continuer à travailler pour l'acquérir totalement. Ensuite, il y a des opportunités et des risques. Alors, les risques, bien évidemment, dans le monde, c'est encore plus virulent dans quelque part en septembre 2022, c'est question de la pression des distributeurs dans un monde d'inflation forte qu'on est en train tous de connaître, avec une pression sur les prix qui a lieu, et une question de la demande dont on a peut-être du mal à percevoir où elle va dans les mois qui viennent. Et puis, le dernier point, polarisation des consommateurs, c'est éviter que le commerce équitable ne réponde qu'à une petite frange, une frange des consommateurs et que quelque part toute une autre frange soit exclue sous prétexte que les produits ne sont pas disponibles ou trop chers ou autres, et du coup éviter de ne servir qu'une partie en fait des consommateurs. Là-dedans, il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Notamment, on se demandait, mais c'est pour discussion entre nous, sur est-ce que la loi Egalim 2, qui commence juste à être déployée, dans le monde alimentaire, ne peut pas être une occasion dans le secteur des PPM de faire un pas de plus. Et puis, il y a quand même des tendances de consommation, même si on a du mal à percevoir jusqu'où elles vont, y compris dans les prochains mois, elles sont quand même là depuis plusieurs années et il y a un enjeu à pouvoir s'embarquer dessus. On a du coup abouti, je ne vais pas vous les décrire parce qu'elles sont dans le rapport en détail. Je vais juste mettre le point focal sur une ou deux choses, mais on a décrit en fait ce qui pourrait être quatre champs d'action sur la confiance des consommateurs, en synergie avec ça, renforcer les résultats du commerce équitable et les faire connaître pour aider à justement être en synergie avec cette confiance, à continuer à construire. Et à côté de ça, aussi, d'un autre côté, susciter l'intérêt des acteurs économiques et aller jusqu'à l'engagement. Ce n'est pas que l'intérêt, c'est qu'ils découvrent, qu'ils soient mieux informés, que quand ils découvrent qu'ils sont mieux informés, qu'ils passent à l'acte et de manière substantielle. Et c'est ce qui nous amène à un paquet d'actions dont je mettrai peut-être en avant deux ou trois d'entre elles. Un enjeu de communication, on a l'impression qu'en fait, aujourd'hui, peut-être une partie des consommateurs ne se rend pas compte d'où viennent les PPM, les plantes à parfum aromatiques et médicinales, où est-ce qu'elles sont produites, dans quelles conditions, ne se rendent pas compte qu'une partie vient de l'étranger, dans d'autres conditions que chez nous, les enjeux qu'il y a derrière, et que ça, c'est déjà une première chose importante, parce que c'est une fois que les citoyens ont compris les problématiques, que derrière, ils passent d'autant plus à l'acte et qu'il y a quelque chose qui peut s'embrayer. D'ailleurs, le commerce équitable montre ça à travers le développement de toute la filière laitière, qui est d'abord venue en fait d'une prise de conscience de la situation très précaire des éleveurs laitiers il y a 7-8 ans à la fin des quotas, et qui du coup a été véritablement un ferment d'accélération très très forte du développement, entre autres, de cette filière du commerce équitable, pardon, dans cette filière. Donc peut-être la communication, sensibilisation importante à avoir auprès du consommateur pour expliquer le pourquoi et pouvoir après montrer en quoi le commerce équitable vient à répondre. Et puis autre chose sur les acteurs de l'aval. Je vous en parlais sur la grande distribution. Peut-être que la loi Egalim 2 est l'occasion d'avoir des discussions un peu différentes avec ces acteurs. Je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui autour de la table, mais dans quelle mesure on peut plus les embarquer y compris sur des engagements dans la durée, pas juste acheter les produits et les mettre en rayon, mais expliquer qu'en fait, ces engagements du commerce équitable qui sont en amont de la chaîne n'existent et ne peuvent durer dans le temps que s'il y a un engagement, encore une fois, comme ça a été démontré dans d'autres filières agricoles et alimentaires en France notamment, de la part des derniers maillons de la chaîne qui donnent de la visibilité, qui donnent de l'engagement, et puis des potentiels, même s'il y a des obstacles techniques, à travailler sur des nouveaux secteurs, comme peut-être les parfums, les fragrances, les cosmétiques. Il y a des choses très intéressantes qui se dessinent, et puis le reste, je pourrais répondre à vos questions. Si peut-être une dernière, je vous parlais, pour être bien clair là-dessus, cette question de la confiance du consommateur dans les labels, c'est là où du coup, il y a une partie que nous, on a mis de réflexion collective en disant il y a la réflexion collective avec d'autres labels à avoir, et puis d'ailleurs, il y a de la réflexion collective au sein du secteur des PPM, puisqu'on sait que la particularité, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule interprofession. Et donc, du coup, on sait que de par la multiplicité de ces produits, il y a un enjeu de discussion, comme on est en train de le faire aujourd'hui tous ensemble. Et le Commerce Club est peut-être l'occasion, en fait, d'avoir une occasion de se réunir tous, par-delà les différences de tel ou tel type de culture, de plantes, de marché, et d'envisager ces sujets-là de manière transverse. Voilà, je vous remercie beaucoup, impatient d'avoir les témoignages et de répondre à vos questions s'il y en a.
Je vous remercie, M. Alliot, d'avoir réalisé la présentation des résultats de cette étude. Donc, du coup, nous allons passer sans tarder au témoignage des deux acteurs engagés dans le commerce équitable. Donc, nous allons donner la parole en premier lieu à Madame Julie Remond, donc responsable développement filière et achat pour la société Arcadie. Voilà, donc bonjour à tous. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez? Oui, très bien. Est-ce que vous pouvez mettre votre caméra, s'il vous plaît? Oui, pardon. C'est tout bon. C'est tout bon. Alors, comment on met un mode voilà, ça y est. Donc, rapidement, je vais présenter Arcadie pour les personnes qui ne connaissent pas cette structure. Donc, Arcadie, c'est quoi? C'est une entreprise du sud de la France. On est basé à Méjean-les-Alès et on commercialise donc des épices, tisanes issues de l'agriculture biologique. Donc, sous deux marques, Cook et Herbier de France. On est uniquement présent donc, en magasin spécialisé, type Biocoop, voilà. Donc, voilà, donc c'était juste pour vous mettre en lumière en fait Arcadie. Voilà, on a 350 matières vrac, on est un peu plus de 120 salariés aujourd'hui. On fait un chiffre d'affaires d'un peu plus de 23 millions d'euros. Je passe très rapidement, c'était juste pour vous montrer, aujourd'hui on est présent en France, mais pas que. On achète en fait nos épices donc, dans le monde entier, principalement à Madagascar. Et notre volonté aujourd'hui, on a un objectif et c'est notre cap en fait au service achat et développement filière, c'est d'avoir l'ensemble de nos produits issus donc, du commerce équitable à l'horizon 2030. Donc, on a encore beaucoup de travail parce que là, comme vous pouvez le voir sur ce planisphère, voilà, on a des filières directes aujourd'hui qui ne sont pas encore labellisées. Et pour reprendre les mots donc, de M. Alliot, effectivement, on a des contraintes administratives très fortes, des contraintes aussi sur la reconnaissance entre les différents référentiels. Hop. Donc voilà, donc là, on va se pencher un peu plus sur la France, puisque c'est l'étude aujourd'hui. Donc voilà, donc là, vous pouvez voir toutes nos filières, donc en complète transparence sur les approvisionnements. Donc, on va pouvoir développer ça avec Luc tout à l'heure, donc sur la filière PAM du Massif central. Donc, c'est notre filière avec la Sicara PAM. Voilà. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on arrive aujourd'hui à contractualiser plusieurs matières issues de la même matière issue de plusieurs filières équitables. Donc, j'avance un petit peu vite parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu en retard. Donc, voilà. Vous prenez votre temps également pour présenter ça. D'accord. Donc, nous, aujourd'hui, Arcadie, on a fait le choix, en fait, d'être labellisé biopartenaire. Donc, c'est un label de commerce équitable. Donc, ce label, en fait, certifie des produits uniquement bio. C'est le seul label, en fait, qui certifie des produits bio. Voilà. Donc, en fait, Arcadie a été à l'initiative en fait, de ce référentiel et on continue notre investissement auprès de cette association. Donc, voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est biopartenaire, voilà, c'est uniquement bio. Et pour nous, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin, au moment où certains acteurs de la bio ont commencé donc, à développer des produits, développer des filières, on s'est retrouvé en concurrence avec des acteurs qui ne venaient pas en fait du monde de la bio, déjà peut-être un petit peu moins convaincus que nous. Donc on s'est dit, on a besoin d'avoir quelque chose en plus que la certification biologique. On s'est posé cette question et on s'est dit, on va aller vers du commerce équitable. Aujourd'hui, comme disait tout à l'heure M. Alliot, vraiment, ça a été pour nous la mise en forme en fait, de nos pratiques. Aujourd'hui, on est certifié sur certaines filières, on a des pratiques équitables avec certains partenaires, mais ils ne sont pas forcément certifiés sur l'ensemble de nos filières. Donc voilà. Donc, pour nous, c'était très important en fait de mettre en avant en fait, ce commerce équitable et mettre en avant nos pratiques.
Donc voilà, pour reprendre ce qui était dit auparavant, nous, en fait, ce qui nous a beaucoup aidé, en fait, c'était justement la contractualisation, donc sur 3 ans minimum. Ça nous a aidé à mettre en place, en fait, donc une vision d'avenir avec nos partenaires. Quelque chose, en fait, organisé. Avoir vraiment regardé dans le même sens, dans la même direction avec nos partenaires, pouvoir leur proposer donc des volumes pour créer une certaine stabilité. Ça a beaucoup structuré aussi la filière et aujourd'hui, nos partenaires arrivent à se dimensionner en fonction de nos besoins pour l'avenir. Il y a autre chose aussi d'important, c'est grâce à la certification aussi, on peut garantir une traçabilité totale, mais une traçabilité en termes de bonnes pratiques. C'est-à-dire que nous, on est complètement garanti par les audits de nos partenaires et les audits en amont, que toute la chaîne, en fait, toute la chaîne, comment dire, a été auditée sur des bonnes pratiques commerciales, sociales et environnementales. Donc, ça nous garantit ça. Et aujourd'hui, voilà, ce qui a été dit tout à l'heure à plusieurs reprises, c'est ce qui nous manque clairement, c'est l'engagement fort en fait des distributeurs. Nous sommes le dernier maillon en fait de la chaîne engagée. Chaque année, en fait, c'est un petit peu la roulette russe. On ne sait pas forcément si notre distributeur va reconduire en fait des volumes pour l'année d'après. Mais nous devons nous engager pour les années à venir auprès de nos agriculteurs. Donc voilà, il y a la mise en place donc, du fonds de développement. Nous, aujourd'hui, avec Biopartenaires, on est à 1% en fait, du montant des achats. Et ce fonds de développement en fait, aide vraiment dans la structuration de la filière. Ce projet en fait, d'utilisation de ce fonds permet d'ouvrir une discussion en fait, sur les besoins de la filière. Quelquefois, nous accompagnons en fait, les organisations de producteurs vers d'autres projets sans prendre en compte ce fonds de développement, mais au moins ça ouvre vraiment le dialogue. Et là, donc, je vais faire la transition avec la suite du témoignage. Donc, on a commencé donc, à formaliser donc, un contrat équitable avec la SICARAPAN en 2009. C'était dans le but en fait, de renforcer nos relations économiques et solidaires pour maintenir une activité de cueillette professionnelle. Donc, je vais aussi laisser la place à Luc pour parler de cette relation-là. Mais aujourd'hui, en fait, ça nous a permis d'accompagner en fait, les cueilleurs à ce que le métier de cueilleur à ce que l'action de cueillette devienne un réel métier. Parce qu'au début, en fait, des discussions, les cueilleurs n'avaient pas forcément une idée du coût de la production de leurs plantes. Grâce au contrat équitable, on a pu aller gratter un petit peu dans les coûts de production, prendre en compte en fait, tous les éléments en fait, qui composaient ce coût et en discuter de manière complètement transparente. Puis à un côté aussi pour Arcadie, on avait vraiment du mal à garantir donc, les volumes et aussi garantir une qualité constante. Grâce au contrat équitable, ça nous a permis aussi de formaliser la qualité donc, de ces produits et arriver à une qualité vraiment très haut de gamme. Voilà. Au moment de la réunion annuelle, donc, on se rencontre une fois par an, on parle forcément de cette qualité, mais aujourd'hui, les problèmes de qualité en fait, sont quasiment inexistants. Et ça nous laisse du temps en fait, pour parler de ce qui est important, comment mettre en place en fait, de nouveaux projets, de nouvelles cueillettes, de nouveaux produits en fait, pour pouvoir faire évoluer cette relation avec la SICARAPAN. Voilà. Et puis aussi, on a un bilan. Tout à l'heure, c'était dit aussi sur la partie du marché, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les producteurs, je ne dis pas nos producteurs, ça va agacer Luc, mais les producteurs et les cueilleurs n'ont pas forcément accès aux données marché. Donc, nous, clairement, au moment de la réunion annuelle, on pose vraiment le constat de qu'est-ce qui s'est passé cette année, comment en fait, les ventes se sont comportées sur leurs produits et pas que, aussi sur le marché général en fait, des pommes ou des épices. Et qu'est-ce qu'on imagine pour l'avenir. Autre chose aussi, on transmet nos chiffres, c'est-à-dire quelle a été les marges en fait, d'Arcadie, comment en fait, notre bilan en fait, s'est construit cette année. Et là, on peut avoir une discussion avec les producteurs.
des moments, les années qui sont fastes, et bien à ce moment-là, on va pouvoir discuter avec les producteurs comment on peut les accompagner. Et puis les années qui sont un peu plus difficiles, les producteurs comprennent très bien en fait que c'est une relation en fait dans les deux sens. C'est pas uniquement en fait les metteurs en marché qui soutiennent les producteurs, c'est aussi les producteurs qui peuvent soutenir les metteurs en marché. Voilà, donc la conclusion, c'est en tout cas pour nous, le contrat biopartenaire permet de garantir un approvisionnement de qualité et d'origine France pour Arcadie et une pérennité sur les commandes. Et surtout, mettre en avant aussi le travail de nos cueilleurs et en faire vraiment un métier rentable. Voilà ce que je voulais vous partager. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Donc, nous allons donner la parole du coup à Luc Jalanque du coup de la SICARAPAM. Oui, bonjour. Je vous mets en évidence. Hop. Oui, très bien. On vous entend très bien. Voilà, donc je suis désolé, j'ai pas de diaporama. Voilà. Donc Luc Jalinck, moi je suis producteur de PAM donc dans le Cantal et je suis adhérent donc à la coopérative auvergnate, la SICARAPAM. Donc SICARAPAM, c'est une SICARAPAM, donc une SIC agricole des producteurs Auvergne, voilà, de plantes à parfum aromatiques et médicinales, la SICARAPAM. Et la SICARAPAM est située, localisée près de Clermont-Ferrand à Aubiat, voilà, le nord de Clermont-Ferrand. Voilà. On est une cinquantaine de producteurs, alors cultivateurs et cueilleurs, certains font les deux, 50 producteurs basés dans le Massif central. Voilà. On en a très peu parlé, c'est surprenant, mais nous avons 40% de femmes qui sont donc adhérentes à la SICARAPAM et 60% d'hommes. Voilà. Après, on a beaucoup de mal. Le CA de la SICARAPAM est exclusivement masculin. Voilà. D'un côté, pour la production, c'est plutôt encourageant. Concernant la gouvernance politique, ça pose plus de questions. Voilà, mais on y reviendra. Voilà, pour présenter quelques chiffres, le commerce équitable, pour nous, c'est 24% de la production en sec, ce qui est pas mal. Pour l'année 2021, puisque cette année, on va être labellisé BEF aussi, donc pas seulement biopartenaire, mais BEF, et donc c'est un chiffre qui va augmenter. Et c'est 16% du chiffre d'affaires, toute production confondue, c'est-à-dire le frais et le sec. Voilà. Je ne vais pas revenir sur ce que dit Julie. Alors, concernant le marché, je ne suis pas du tout choqué. Au contraire, c'est très intéressant la remarque de Julie parce que, quelque part, pour moi, pour nous, les producteurs de la SICARAPAM, le commerce équitable, c'est avant tout des relations de réciprocité. C'est-à-dire qu'en effet, on a présenté et on demande à nos partenaires de tenir compte de nos coûts de production, on les explique, on les justifie. C'est important aussi qu'on présente un travail de qualité, hein, mais c'est bien que de l'autre côté, en effet, les partenaires nous présentent le marché avec toutes les difficultés qui peuvent être présentes sur le marché. Ça veut dire que, et ça je reviendrai parce que souvent, on présente le commerce équitable comme une juste rémunération aux agriculteurs. Mais je pense que si on part sur l'idée de réciprocité, il faut aussi que ceux qui sont en amont, les agriculteurs, les producteurs, les paysans, paysannes, hein, aient le souci aussi des consommateurs, que nous sommes d'ailleurs aussi. Donc, et quand je dis ça, je donne une perspective. C'est comment dans les labels, alors pour nous c'est biopartenaire, ça va être BEF aussi cette année, comment on a le souci dans un partenariat de cette réciprocité. Et ça veut dire aussi qu'il ne faut pas qu'il y ait que les entreprises qui parlent du monde agricole, même si nous, on n'a rien à redire sur la communication qui est faite sur notre coopérative. En tout cas, ce qu'on vit avec Arcadie, on est totalement satisfait. Mais il faut aussi que le monde paysan se réapproprie, ça ne veut pas dire de manière exclusive, hein, se réapproprie le commerce équitable. Comme il a pu se passer apparemment après la Seconde Guerre mondiale, où vraiment
les producteurs, le monde paysan était vraiment un acteur important dans le commerce. Hein. Il faut qu'on soit moins assisté, moins dans l'attente, mais qu'on soit plus dans l'action et dans la proposition. Pourquoi? Parce que aussi le consommateur, il attend ça. Il attend de voir une visibilité, une traçabilité, j'ai envie de dire, derrière un produit, il veut voir un paysan. Et pour nous, c'est important, c'est à la scie carapane, c'est-à-dire de se dire, en effet, on veut vivre dignement de notre travail, mais comment si le prix est trop élevé, les consommateurs que nous sommes pourront acheter ce produit, quoi, voilà. Sans cette réciprocité, ce qui n'est pas tout à fait le cas encore, sans cette réciprocité, le commerce équitable restera à un moment donné limité, surtout en ce temps. Voilà, alors je parle plutôt de perspective finalement, parce que moi, je n'ai rien à redire qu'a dit Julie. En effet, de leur côté, ça permet un approvisionnement de produits en qualité, donc nous, on s'y engage. Hein. Et puis, de notre côté, en effet, ça permet une juste rémunération. Voilà. En parlant de rémunération, je pense que c'est important que, en effet, le prix soit suffisamment élevé, la rémunération soit suffisamment élevée, parce que justement, ça permet à des petits producteurs, il y en a à la coopérative, d'investir dans des outils ou des machines qui permettent quand même une plus grande productivité, un travail de meilleure qualité aussi, et donc, si vous voulez, de faire baisser les coûts de production. Et donc, c'est une manière de travailler peut-être la réciprocité avec les consommateurs. Moi, je voudrais dire aussi au niveau d'une manière générale, en effet, on n'a pas parlé des femmes, je trouve. J'ai envie de dire que, et ça c'est très important à Biopartenaire, c'est que le bio, il est équitable ou il n'est pas. Voilà. Je ne vois pas comment nous, on peut avoir le souci et ça ne transparaît pas assez justement dans les marques ou les labels, au niveau de la communication, au niveau du référentiel, ça y est, on ne s'est pas assez communiqué, parce que peut-être que nous aussi, les agriculteurs, que les paysans et paysannes, on n'est pas assez investis là-dedans, et donc les consommateurs ne le sentent pas assez, ça. Hein, mais il y a quand même un militantisme politique dans le commerce équitable qui relève de l'économie sociale et solidaire, et pas seulement d'une économie concurrentielle, où il faut qu'à travers nos produits, à travers notre travail, à travers les marques, les consommateurs sentent que le rapport qu'on engage à la nature, à l'environnement, que tout le monde partage aujourd'hui, le rapport à l'environnement, c'est le même rapport qu'on entretient avec les hommes et dans la société. C'est-à-dire qu'on a été souvent dans un rapport de productivité assez importante, de hyperconsommation et une domination de la nature, quoi. Alors qu'avoir le souci des ressources, c'est vraiment être attentif, être un peu gardien de la nature, au même titre que on a eu des rapports longtemps de domination, y compris dans le milieu agricole, de domination sur la femme, de domination sur les enfants, domination sur le travail des enfants, etc. Et que les ressources, le souci des ressources, c'est le même que ce souci de la réciprocité et des hommes, des femmes, des enfants, etc. Et aussi des travailleurs étrangers qui payent souvent leur droit d'être saisonniers dans nos pays ou qui meurent sur la Méditerranée. Donc, c'est tout un ensemble. Et si je reviens sur ce que je disais au départ, il faut qu'on se réapproprie, comme dans les années 50, 60, un peu des questions sociales, les paysans, avec les entreprises partenaires. Pourquoi? Parce que il faut qu'à travers la manière dont on produit, la manière dont on vend nos produits, dont on commercialise, on réhabilite, si vous voulez, qu'on soit vraiment des acteurs sociaux, quoi. Et pas seulement, j'ai envie de dire, je vais caricaturer, des pauvres paysans à qui on donne un juste prix à leur rémunération. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'étais très clair. Voilà, il n'y a pas de diaporama, donc ça ne facilite pas forcément mon propos, mais ça favorise. Mais voilà ce que je pensais.